parce que il y a 4 ans, après coup, c'est comme ça que je le vois. Et il y a un ami dans une discussion qui me dit Bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 histoires, le podcast au cours duquel tu reçois 1, 2, voire 3 enseignements qui vont te permettre d'améliorer quelque chose dans ta vie, peut-être de t'inspirer, peut-être de te motiver ou même peut-être de te redonner de l'espoir. Merci pour ton attention. Aujourd'hui, nous accueillons une personne atypique. Moi, quand je l'ai découverte, j'étais heureux de voir qu'elle sortait des sentiers battus. J'étais heureux de voir que voilà quelqu'un qui a une approche différente d'un thème qui est si vulgaire et parfois pas forcément présenté de la manière dont cela devrait être. Bref, elle est l'experte dans un domaine spécifique, elle est l'experte en matière. Experte, je sais pas si elle se définit comme ça, mais de toutes les façons, je sais qu'elle a une approche assez différente de la peur. C'est sa vie tout au long de son parcours, c'est de la solitude et de la déconnexion à elle-même et aux autres à cause de la peur qui a été provoquée par les traumatismes subis dans son enfance et à l'âge adulte. Elle a une histoire à partager avec toi aujourd'hui, je ne t'en dis pas plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que elle a des valeurs, la spontanéité, la réconciliation des contraires et enfin l'irrévérence. Ce sont ses valeurs. Et vous commencez à comprendre. Et ces 3 hobbies principaux sont découvrir de nouvelles choses, la lecture et les voyages. Aujourd'hui, on a le privilège et le bonheur d'accueillir nul autre que Blandine, la douceur. Blandine, ça va? oui, ça va. Puis tu sais, quand je t'entends parler de moi, je suis comme waouh, ah ouais, je suis tout ça en fait. Ok. Oui, tu es un peu tout ça et encore mieux d'ailleurs. Je sais qu'il y a plein d'autres choses que j'ai pas dites. Et merci en tout cas d'avoir accepté de nous accorder ce moment, de nous accorder cette partie de ta vie parce que le temps, c'est la vie. Et donc, merci beaucoup, Blandine. Ça n'a pas été évident. Tu es très bousculée dans ce que tu fais, passionnée par ce que tu fais. Et on te prend de quel coin de la terre? Tu es dans quel coin de la terre? Moi, à la base, je suis française, mais moi, je suis dans les Laurentides au Québec. Là, c'est une petite ville qui s'appelle Marin Heights. Donc, je suis à la campagne, bien tranquille, avec peu de voisins. Moi, je suis quelqu'un d'un petit peu sauvage, comme on dirait. Je sais pas que je suis asociale, quoique, mais j'aime bien ma tranquillité. J'ai besoin de moments où je me ramène chez moi, dans mon intériorité, pour pouvoir ensuite mieux aller vers les autres. Donc, magnifique. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes privilégiés de t'avoir aujourd'hui parce que on sait qu'on va apprendre des choses de toi. Du coup, j'ai parlé un peu de toi, de ce que tu fais, mais j'aimerais savoir pourquoi es-tu dans ce projet aujourd'hui, dans cette démarche aujourd'hui d'être mentor d'une approche assez spécifique de la peur. Pourquoi ce projet? Mais en fait, c'est moi ce projet-là, il a commencé il y a à peu près 4 ans, mais sauf que je le savais pas parce que il y a 4 ans, j'étais au bord du burn-out. J'étais désespérée, je savais pas comment j'allais pouvoir gérer ma vie parce que tout ce que tu disais au début là sur mon histoire de vie m'avait amené à me soumettre beaucoup à ce qui m'arrivait. M'avait amené, j'avais vécu beaucoup de violence et de choses comme ça. Et donc, à un moment donné, j'ai trouvé un levier de puissance, puis je suis devenue la guerrière, puis la guerrière, elle s'est mise à conquérir le monde. Et c'était, pour moi, c'était une fierté d'être devenue une femme forte, quelqu'un qu'on voit qui relève des défis.
J'avais fait équipière sur un voilier pour traverser l'océan Indien. Bref, j'avais fait plein de trucs. J'étais la femme, en tout cas de ce que je percevais, qu'on admirait pour sa force, son courage, sa résilience, tout ça. Et en 2016, le problème, c'est que je suis arrivée au bout de ce système. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, si j'arrivais à vaincre toutes mes peurs, il allait arriver un moment donné où j'allais pouvoir dégager un espèce d'espace de tranquillité où j'allais pouvoir vivre ma vie sans avoir à me battre. Sauf que il s'est passé exactement le contraire. C'est-à-dire que plus j'arrivais à vaincre de peur, plus j'avais peur de perdre le territoire que j'avais conquis. Et en 2016, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive à bout d'énergie. Je vois arriver le burn-out, puis je vois arriver le moment où je vais plus pouvoir faire tout ce que je fais, puis je suis en train de retrancher toutes les activités que je fais parce que je sens que j'ai plus l'énergie pour faire face, pour me battre sans arrêt, pour défendre qui je suis, ce que je veux, etc., etc. Et là, j'arrive à un moment donné où je fais, mais je fais quoi? Je fais quoi? Parce que me battre, c'est ce que j'ai trouvé pour me sentir puissante. Et là, si j'arrête de me battre, dans ma tête, l'image qui vient spontanément, c'est je me fais piétiner dans la seconde qui suit. Et puis là, je me dis, mais c'est juste pas possible. Je veux dire, j'ai réussi à reprendre le pouvoir sur ma vie, j'ai réussi à faire de moi quelqu'un dont je suis fière. Si jamais je baisse les armes, c'est renoncer, c'est être lâche, c'est me lâcher alors que j'ai promis que je me lâcherai plus jamais. C'est juste pas possible, mais sauf que moi, ce que je vois, c'est que petit à petit, mes forces diminuent. Tout mon monde que j'essaie de tenir comme ça à bout de bras et tout, c'est en train de tout foutre le camp. Et je suis juste désespérée. En fait, là, je dis ça avec un sourire. Là, ça paraît un peu bizarre, mais après coup, c'est comme ça que je le vois. Et il y a un ami dans une discussion qui me dit « Ouais, mais tes peurs, au lieu de te battre avec, si tu essayais de les accepter. » Alors bien sûr, t'imagines qu'il y a tout de moi qui se révolte. Je dis, mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible, et je peux pas faire ça. Puis, bref, il y a tous ces trucs-là. Mais j'ai considéré l'option parce que de toute façon, j'avais plus vraiment le choix. J'avais tout essayé, puis je me trouvais au bord du burn-out. Je voulais pas que ça me prenne 2 ans pour me remettre de ça, parce que je me dis que j'avais pas le temps dans ma vie que ça me prenne 2 ans pour me remettre de ça. Et petit à petit, j'ai commencé à considérer l'idée et j'ai commencé à changer puis à me dire, ok, accepter, ça veut dire quoi? Finalement, est-ce que la peur a quelque chose à m'apprendre? Est-ce que la peur, c'est si néfaste que ça? Est-ce que la peur, c'est vraiment si irrationnel comme on me le dit tout le temps? Et ça a été pas mal d'essais-erreurs. Ça a été pas mal de moments de désespérance parce que, je veux dire, j'avais personne qui avait fait ce chemin-là avant moi et pour me dire comment je devais faire. Mais ce que j'ai trouvé au bout du compte, c'est que finalement, la peur, c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit que c'était. C'était même pas un réflexe de survie. C'est sûr que si on te met un flingue sur la tempe, c'est un réflexe de survie, mais dans le reste, c'est un réflexe de vie. Ce que j'ai trouvé, c'est, comment je dirais ça, ça n'est pas la souffrance que je pensais, ça n'est pas trouver en moi des parts super moches que je pensais trouver si jamais je m'intéressais à qui je suis, ce qu'il y a en moi. C'était plutôt un chemin d'émerveillement de qui je suis. C'était une espèce de chasse au trésor que j'ai mis avec de l'humour, avec de l'espièglerie comme je sais le faire, parce que ça rendait ça plus léger et j'avais plus à devoir rassembler toute mon énergie, un peu comme Hulk qui aurait des chaînes accrochées au mur, puis tout arracher pour passer à l'action, puis sortir de la situation qui me fait chier, excuse-moi de le dire comme ça, mais je vais le dire pareil parce que c'était ça. C'était plutôt quelque chose qui pouvait être extrêmement doux, qui pouvait être extrêmement guérisseur, qui pouvait m'apporter tout l'amour et l'attention que j'avais pas eu dans ma vie et que j'aurais eu besoin d'avoir. Et donc moi, ce que j'en retire de ce parcours-là, que j'ai fait quand même relativement en solitaire, même s'il y avait des amis de temps en temps qui discutaient, même si j'ai eu quelques thérapies, mais ça m'aidait pas dans ce parcours-là, c'est que la peur, ça n'est pas tout ce que je croyais que c'était. La peur, elle est toujours pertinente. La peur, elle est toujours là pour dire quelque chose qui est important que j'écoute, pas pour mieux le dégager, mais pour mieux me réconcilier avec qui je suis. Et c'est là que je me dis,
ouais, mais ce qui est le plus important finalement, quand je me sens coincée dans quelque chose, parce que ça m'arrive encore régulièrement de me sentir dans une impasse, c'est finalement de remettre en question ce que je pense le plus acquis dans ma vision de moi ou dans ma vision des autres ou du monde, etc. Parce que je me suis rendu compte que moi, ce qui me bloquait le plus en 2016, quand j'étais quasiment en burn-out, c'est que je croyais que si jamais j'acceptais mes peurs, j'allais être vue comme quelqu'un de faible et comme une victime potentielle qu'on allait pouvoir à nouveau agresser. Alors que ça n'avait rien à voir avec ça. Donc juste remettre en question l'idée que la peur, il faut absolument la vaincre, la battre et tout, m'a ouvert une porte de sortie que j'aurais jamais imaginé avant si j'étais restée dans ce système de croyance-là. Donc, moi, c'est ça que je me rends compte, c'est que maintenant, à chaque fois que je suis dans une impasse, je questionne mes certitudes. Et quand je questionne mes certitudes, souvent, je trouve une porte de sortie. Waouh, waouh, magnifique. C'est la première fois de toute ma vie que je vois une telle approche en ce qui concerne la peur. C'est vraiment nouveau. Jamais j'avais vu quelqu'un considérer la peur comme ça. Et une phrase forte que tu as dit à ce propos, c'est le chemin d'émerveillement de qui je suis. Tellement bien dit. Waouh, c'est pas quelque chose qu'on doit vaincre, quelque chose dont on doit se battre. Du coup, j'aimerais savoir, Blandine, c'est quoi l'histoire derrière ta plus grande leçon de 2020? Ben, comme tu peux t'en douter, ça va être au niveau de la peur. Par contre, je me sens légèrement inconfortable. En fait, légèrement, c'est un euphémisme. Je me sens très inconfortable à l'idée de le dire parce que je sais que ça va être polarisant. Je sais que ça va être polarisant parce que c'est lié à la crise du Covid qu'on vit encore en ce moment. Et dans cette crise du Covid, il y a quand même plusieurs camps, puis il y a des gens qui se jettent des noms d'oiseaux, puis et bref, je trouve ça un peu inconfortable, mais en même temps, je vais le dire parce que moi qui m'intéresse à la peur depuis maintenant 5 ans, ça a été une espèce de révélation, puis j'ai fait « Oh my God, c'est juste pas possible que je sois passée comme à côté de ça tout ce temps-là avant. » Donc, imagine-toi, on est en avril 2020, donc il y a toute l'histoire des confinements avec toute la peur autour du virus, puis toutes les restrictions de liberté qui commencent à être mises en place parce que l'idée, c'est de lutter contre le virus. Puis, moi, je ressens à ce moment-là beaucoup d'incompréhension, je ressens beaucoup de colère parce que, oui, je vois le virus, ce qu'on en dit, machin, etc. Mais moi, ce que je vois, surtout comme c'est mon sujet, je vois une campagne de peur qui est faite à ce sujet-là. Puis, ce que je vois aussi, c'est toutes les, en tout cas, ce que j'entrevois, ce qui est dans ma ligne de mire, c'est toutes les restrictions de liberté qui ont l'air de se profiler à l'horizon. Puis moi, je me dis, mais non, quoi. Enfin, non, on peut pas faire tout ça au nom de la santé. C'est juste pas possible. Enfin, ça devient, on marche sur la tête. Puis surtout, je voyais, tu sais, c'est comme tous les, tu sais, il y en a qui vont appeler ça du complotisme, mais tu sais, c'est comme, j'entendais des histoires d'agenda mondialiste avec, tu sais, de confiner les gens, de leur retirer des droits, de retirer la possibilité de voyager, d'imposer la vaccination pour voyager, blablabla et tout ça. Puis moi, je voyais ça, puis je disais, mais comment ça se fait que les gens, ils comprennent pas? Comment ça se fait que les gens, ils voient pas ce que je vois? Puis le truc, c'est que je me suis engueulée avec mon frère, je me suis engueulée avec du monde qui était autour de moi, puis je me disais, mais je vais le secouer, je vais faire quelque chose. Ils vont réagir. Enfin, c'est tout ce qu'on nous dit, je trouve que, oui, il y a des choses qui ont du bon sens, mais d'autres non. Puis comment ça se fait qu'ils voient juste la maladie et pas la menace sur nos droits, sur la cohésion de la société, sur tous ces trucs-là. Puis bref, moi, je pensais être éveillée, je pensais être dans mon bon droit, je pensais être pas du tout dans la peur, en fait. Et à un moment donné, je ne sais plus ce qui s'est passé, j'ai cherché, mais j'ai pu retrouver. Mais à un moment donné, j'ai réveillé, puis j'ai fait « Oh my God !» Moi aussi, je suis dans la peur. Et ce qui m'a réveillée, je pense que c'est la notion de polarisation. Parce que
quand il y a un discours qui est polarisé entre deux camps qui peuvent pas s'entendre, puis qui se jettent des noms d'oiseaux, puis qui se ridiculisent, puis qui se méprisent, etc., c'est de la peur. Parce que si je ne peux pas accepter que l'autre en face est un humain qui a de bonnes raisons de croire ce qu'il croit et de voir ce qu'il voit, ça veut dire que je perçois une menace consciemment ou inconsciemment qui fait que moi aussi je me mets en position de défense, puis moi aussi je crois que j'ai quelque chose à défendre, puis que c'est la seule issue de défendre ce que je crois que j'ai à défendre. Puis je vais prendre mes notes quand je dis ça parce que j'ai trouvé des critères que je trouvais très intéressants, des espèces de marqueurs objectifs, parce que je me suis dit, ouais, mais comment j'ai pu me planter à ce point-là? Comment j'ai pu me croire totalement raisonnable, totalement rationnelle, totalement objective, alors qu'en fait j'étais en plein dans une transe de peur. Et ce qui m'est venu, c'est en fait déjà au niveau corporel, parce que si mon corps est fermé, si mon corps est crispé, si mon corps est tendu, je suis dans la peur. Parce que si j'étais détendue, je serais en mode tranquillou, ce qui n'est pas le cas du tout. Au niveau mental, ce que j'ai trouvé, c'est si j'ai une polarisation des idées avec une vision binaire du monde, comme j'étais en train de le dire, c'est que je suis dans la peur. Si j'ai une radicalisation et une raideur de mes idées avec une seule issue possible, puis il n'y a pas d'autre choix, il y a de grandes chances que je sois dans la peur aussi. Si j'ai une vision d'un monde dangereux avec une menace constante, puis la menace, pour certaines personnes, ça peut être le virus, mais moi, à ce moment-là, la menace, c'était la restriction de mes libertés. Ça veut dire que je suis dans la peur. Si je me targue d'être rationnel et objectif et que je veux pas en démordre, c'est très, très mauvais signe concernant le fait que je sois pas dans la peur. Et en même temps, dernier critère, au niveau relationnel et systémique, vraiment au niveau de la société entière, c'est que si jamais je stigmatise un individu en oubliant le contexte, il y a de fortes chances que je sois aveugle à tout ce qui provoque la peur aussi. Et donc, tu sais, quand j'ai vu ça l'année dernière, finalement, je me suis rendu compte que la peur, ça n'est pas être consciemment effrayé, pas forcément. Et c'était ça mon critère avant, puis c'est ça le critère que j'entends chez beaucoup de gens, c'est ben, je me sens pas effrayée, donc j'ai pas peur. Oh, attends. Si jamais tu as un frein qui t'empêche de faire ceci ou cela, ou si tu as des choses, tu te dis, même si j'ai pas envie, je dois le faire. Avec tous les critères que j'ai énoncés, il y a des chances que tu sois dans la peur. Et donc, j'en reviens un petit peu à ce que j'énonçais dans qu'est-ce qui m'a amené à étudier la peur. À nouveau, là, la morale pour moi, c'est non seulement de remettre en question mes croyances sur qu'est-ce qui est absolument certain, mais c'est surtout d'aller les mettre en dialogue avec ce que l'autre pense, sans vouloir le démoniser, sans vouloir dire qu'il a tort ou qu'il a raison, mais juste écouter. Et quand j'écoute ce que l'autre a à dire, ça me permet de voir un autre point de vue qui me permet de sortir de ma tête. Et cet autre point de vue-là peut venir enrichir. Puis oui, je vais avoir des parties en moi qui vont aboyer. Oui, mais là, ça n'a pas de sens. Ce qu'il dit, c'est complètement irrationnel. Faire taire ces voix-là et juste écouter. Écouter comment l'autre en face de moi voit le monde, depuis quel point il le voit, parce que moi, ma manière de voir le monde est pertinente pour moi, mon histoire, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Et l'autre, sa manière de voir le monde est pertinente depuis là où il vient. Donc, si je veux éviter de me bouffer le nez avec tout le monde et puis de commencer à me disputer sur finalement qu'est-ce qui n'a pas d'importance, parce que savoir si on doit mettre un masque ou pas mettre un masque, c'est pas ça l'important, c'est comment est-ce que je prends soin de ma peur de tomber malade? Comment est-ce que je prends soin de ma peur que mes proches meurent? Comment est-ce que je prends soin de ces personnes qui sont vulnérables tout en respectant aussi, moi, mes vulnérabilités? Donc, ça permet de retourner aux besoins et éviter de se bouffer le nez finalement sur des choses qui sont que la surface. Absolument. Et ça, moi, je trouve que ouais, cet apprentissage-là, ça m'a, je vais le dire, mais ça m'a
vraiment ramener un petit cran d'humilité. Tu sais, je pensais savoir ce que c'était la peur, puis finalement, ouais, j'ai pas mal à apprendre encore. J'aime ton humilité, c'est assez extraordinaire parce que quand moi je t'écoute, je vois du génie. Okay. Je vois du génie justement parce que la citation qui est derrière toi de Aristote qui dit qu'il n'y a point de génie sans un grain de folie, c'est que beaucoup de gens pourraient concevoir ton approche comme étant oh, est-ce que c'est pas de la folie ça? Dans ça, c'est là où se trouve tout le génie. Tu as dit que la peur, c'est pas forcément être consciemment effrayé, c'est pas forcément ça. Et ce qu'on voit, ou bien ce que moi j'ai vu jusqu'ici, je parle pour moi, c'est que c'est comme ça qu'on voit la peur. C'est cette conscience d'être effrayé là, c'est ça qui est l'expression de la peur. Alors c'est bien plus profond quand on voit les différents marqueurs que tu as énumérés. C'est bien plus profond. Du coup, je voudrais savoir, Blandine, oui, ton style de leadership et pourquoi tu es ce type de leader. Quelle est l'histoire derrière? Ouais, ben, en fait, tu sais, moi, j'ai jamais prévu dans ma vie devenir une spécialiste de la peur, de m'intéresser à la peur, que ça devienne la quête de ma vie. C'est pas ça que je rêvais exactement. Enfin, je sais plus à quoi je rêvais, mais en tout cas, c'était pas ça spécialement, là, je veux dire. Et finalement, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi au vu de ce que j'ai vécu. Puis surtout, ça part d'une insatisfaction. L'insatisfaction, c'est que quand j'entends la manière dont on parle de la peur, quand j'entends toutes ces histoires, ces injonctions que je trouve, au final, maintenant que j'en ai conscience, extrêmement culpabilisantes, extrêmement destructrices, puis que j'ai mis en place dans ma propre vie en comment je dirais ça? Je me faisais du mal sous prétexte que c'était pour mon bien. Et ce que j'ai trouvé, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Ce qu'on me propose autour de moi ne fonctionne pas, ne fait pas de sens pour moi. Et je me disais, mais je peux pas laisser ça comme ça. Il y a toujours une part de moi, mais il y a une part de moi qui aime bien comprendre. Et je me disais, je peux pas laisser ça comme ça. Faut que je comprenne c'est quoi qui est derrière ça. Je me disais, ok, le modèle qu'on me propose ne me va pas. Donc quoi? C'est quoi que je propose? Si ça me va pas, je construis quoi à la place? Et m'est arrivé assez rapidement l'idée que finalement, je trouve qu'on manque l'éléphant au milieu de la pièce quand on parle de la peur. Parce que moi, la peur, j'ai l'impression oui, il y a des choses en psychologie qui ont été faites, il y a des bouquins qui sont écrits, il y a tout un tas de trucs, mais c'est comme s'il y avait des silos de connaissances à propos de la peur qui n'étaient jamais reliés entre eux. Puis c'est comme si on était resté avec des considérations de peur-survie qui sont censées s'appliquer à tout. Et en fait, c'est pas le cas. Et puis c'est pour ça qu'on dit notamment, tu sais, par exemple, que la peur est irrationnelle. Si tu considères ça en termes de survie pure, oui, c'est clair que si la menace n'est pas évidente, objective, là, genre une arme proche ou quelque chose comme ça, oui, la peur est irrationnelle. Mais si tu considères ça du point de vue de, j'allais dire, l'épaisseur d'un individu avec toutes ces couches d'histoire et tout ça, ça fonctionne pas. La peur n'est pas irrationnelle, elle est très logique par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, moi, je suis allée creuser. Je suis allée me dire, ok, si ça me va pas, qu'est-ce que je mets à la place? Puis j'ai lu, je veux dire, je suis curieuse de tout, là, tout ce que je connais pas, j'ai envie de l'apprendre, etc. Bon, dans une certaine limite quand même, mais je suis allée lire et tout ça, puis à un moment donné, je me suis dit, je vais proposer mon propre modèle. Comme ce que je vois ne me convient pas, je vais proposer ma propre lecture et mon propre modèle. Et ce qui fait que je me suis rendu compte que j'ai créé quelque chose que je commence justement maintenant à mieux comprendre pourquoi je l'ai créé. Parce que ça fait déjà au moins 1 an que je l'ai mis en place, mais c'est une sorte de poupée russe par rapport à la peur où il y a le niveau individuel qui est le plus central, puis dans le niveau individuel, tu as la physiologie, parce que la peur, il y a une physiologie particulière, il y a des hormones qui circulent, etc., etc. Puis il y a des choses dans le cerveau. Mais il y a aussi la psychologie à l'intérieur de ma tête. Puis après, il y a un niveau supplémentaire qui est les relations avec les autres autour, proches. Puis après, il y a un autre niveau plus grand qui est la société. Parce que si je porte les peurs que je porte aujourd'hui, il peut y avoir des choses qui proviennent
pour ceux qui y croient, moi, personnellement, je suis d'accord avec ça, mais les choses karmiques, ce qui proviennent d'autres vies, il peut y avoir un legs transgénérationnel, quelque chose qui provient de ma famille de manière inconsciente. Il peut y avoir tout ce qui est la culture familiale qui interdit certaines choses comme en autorise d'autres. Il peut y avoir tout ce qui est la culture sociale, donc tout ce que la société a comme choses qui sont mises en avant ou tabous ou des choses que tu vas te faire sanctionner si jamais tu contreviens à ça. Et il y a aussi le niveau géopolitique, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau politique, le cadre juridique, légal. Et en ce moment, on voit bien avec tout ce qui est pour la crise du Covid, le cadre politique a changé. Il y a des amendes, il y a des trucs comme ça. Puis au niveau sociétal, si jamais tu contestes les mesures et tout, il y a des sanctions sociales, il y a des exclusions, il y a des choses comme ça et tout. Donc tout ça, ça crée la peur au niveau de l'individu que je suis. Donc croire que la peur, c'est juste moi avec moi-même, ça serait réduire à mon échelle un problème qui est social. Tout à fait. Et donc moi, je me dis, ok, ben moi j'ai envie de proposer autre chose. Donc comme je trouve que ce que je vois, désolé pour ceux qui trouvent que c'est très pertinent, moi je trouve ça désuet et poussiéreux. Je veux dire les choses, l'irrévérence, je suis désolée, mais moi c'est là que je me situe. Ben je me suis dit, ben je vais faire mes recherches. Je vais faire mes recherches, donc j'ai commencé à rechercher sur la peur, mais vraiment de manière très large pour connecter ensemble les choses qui a priori n'ont pas rapport. Je me suis mis à faire cette classification-là. J'ai commencé un podcast, Miss Sherlock Holmes, enquêtrice des peurs, pour justement commencer cette enquête puis la populariser. Mais c'est aussi, je commence à proposer ma propre méthode pour faire face à la peur avec amour, avec douceur, avec bienveillance, avec légèreté et profondeur, chemin d'émerveillement de soi, chasse au trésor, tout ça, parce que je me dis que si moi, ça m'est utile, ben, autant que je le propose aux autres. Parce que si moi, j'ai eu des problèmes avec ça, si ça se trouve, il y a plein de monde autour de moi qui a le même type de problème sans forcément savoir le dire aussi bien que moi, sans savoir forcément le mettre en mots puis le conscientiser aussi bien que moi. Et quand je dis ça, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est juste, moi, je l'ai fait, je sais le faire. Donc, je vais le proposer aux autres. Et au début, j'avais un peu peur de partir sur cette démarche-là. Parce que je me disais, mais qui je suis, moi, Blandine, je veux dire, j'ai fait une maîtrise en psychosociologie sur mon processus pour la peur, mais je suis pas docteur en psychologie, je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute, je suis pas tous ces trucs-là, tu sais. Qui je suis, moi, pour venir avec ça? Puis je me suis dit, garde, c'est pas parce que il y a quelque chose que ça fait longtemps que tout le monde le décrit de la même manière qu'on peut pas en parler autrement. Et je me suis dit, ben, c'est ma quête à moi. C'est ma quête à moi. Les gens voient ça de manière négative, lourde, etc. Ben, moi, j'ai envie d'amener de la légèreté. Puis j'ai envie d'amener autre chose, de déconditionner cette vision de la peur. Et si ça fait du bien aux gens, tant mieux. Et c'est pour ça que moi, maintenant, quand je vois quelqu'un qui a un problème, puis qui se débat avec ce problème-là et tout, si jamais il trouve une solution qu'il n'entend pas ailleurs, moi j'ai envie de lui dire, mais partage-la. Partage-la. Si ça se trouve, ta solution à toi, ça va aider des milliers de personnes. Puis quand même ça en aide que 10, so what? Je veux dire, ça va avoir aidé 10 personnes, ça va avoir, ou même une personne, ça va avoir changé sa vie. Ouais. Donc, ben, voilà, c'est qui je suis pour empêcher les gens de connaître qu'est-ce qui, moi, m'a sauvé la vie. Magnifique, magnifique, magnifique. Waouh, on ne pouvait pas mieux le dire. On ne pouvait pas. Un jour, le monsieur qui a préfacé, c'est un père pour moi, le docteur Moumi de Bakonji, qui a préfacé mon premier livre, Du doigt pointé à la main tendue. Il avait écrit justement, il me l'a dit, il a écrit dans le livre quelque part, il a dit que Brice est un leader iconoclaste. Parce que c'est ce que je pense. Moi, je pense que il faut oser emprunter une voie que les autres n'ont pas empruntée. Et puis, on est libre. C'est sûr qu'on a beaucoup de pression de la société, les préjugés, la culture, etc., les lois et tout. Mais il faut oser prendre un chemin contraire. C'est pour ça que quand tu m'as dit, quand j'ai vu ce que tu faisais, j'ai dit ça,
J'aime. Il faut prendre les choses d'un autre bout. Faut prendre les choses d'une autre façon. Faut oser sortir des sentiers battus. Et ça, tu le fais tellement bien. Et tu dis une phrase forte sur la fin. C'est que finalement, quelque chose qu'on a vécu ou une chose par laquelle on passe, il faut en parler. Parce que ça se peut, comme tu le dis, notre approche peut être justement ce qui va aider des milliers ou une dizaine ou même une seule personne. Donc, moi, j'aime ça. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour retrouver tes lectures? Comment est-ce qu'on fait pour voir ce que tu... En fait, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur mon site www.blandineladouceur.com. Je suis en train de refaire en ce moment pour tout rassembler à cet endroit-là. Mais voilà, si quelqu'un veut me suivre, blandineladouceur.com. Alors, c'est sûr, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram, j'ai un YouTube sur ce nom-là aussi. Mais mon site, c'est là où je veux vraiment tout concentrer. Et puis comme ça, voilà, moi, je fais une lettre douceur mensuelle, etc. Bref, douceur sur les peurs. Moi, je trouve que il y a pas mal besoin, surtout en ce moment, là, avec tout ce qu'on vit, s'amener de la douceur, ça peut être très bénéfique. Magnifique. Waouh! On a presque terminé, Blandine. On va finir avec 3 livres que tu nous recommandes, s'il te plaît, de lire. Oui, alors, parce que j'ai un petit trou de mémoire sur ce que je t'avais mis, mais il me semble me rappeler que j'avais Souffrir ou aimer de Christophe Massin. Exact. C'est complètement une autre vision de l'émotion et de l'accueil de l'émotion qui rejoint pas mal ce que j'ai fait et moi qui m'a servi beaucoup dans ma maîtrise en psychosociologie quand j'ai fait un mémoire sur mon processus que je propose. Il y a Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. C'est un gros livre, mais il est passionnant. Puis c'est vraiment fantastique tout ce qu'il évoque sur le trauma, la manière de guérir le trauma, les troubles de stress post-traumatique et tout ça. Et dernière chose, c'est Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck, parce que je trouve que justement, moi j'allais me jeter des fleurs, mais je vais le faire pareil. C'est que finalement, y aller par la douceur au niveau de ses peurs, ses freins, ses blocages, etc., c'est beaucoup plus challengeant, ça demande beaucoup plus de courage que d'y aller en force et par la violence. Parce que souvent, la force et la violence, on se dit, je vais quand même arracher quelque chose. Alors que si tu vas par la douceur, faut faire confiance que la vie qui passe en toi va réussir à trouver son chemin malgré tout. Et donc, ça, c'est le chemin le moins fréquenté, je trouve. Magnifique. Merci beaucoup, Blandine, pour ton précieux temps. Merci. Merci à toi. On se reverra, on va en reparler. Merci infiniment et puis passe une excellente journée. Merci. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast jusqu'à la fin. Je vous prie de partager cette information, cette vidéo avec quelqu'un quelque part, parce que la richesse du contenu que nous a offert aujourd'hui Blandine est incommensurable de mon point de vue. Donc, si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, ça peut aussi plaire à quelqu'un d'autre. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.